Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'être venu donc au premier Antipasti organisé par Vite Cocagne. Donc Vite Cocagne, c'est une maison d'édition associative nantaise et l'idée d'Antipasti, donc là c'est le premier rendez-vous. Il y en aura à suivre ensuite qu'on va annoncer un peu après. Et voilà, donc l'idée d'Antipasti, c'était une rencontre avec un auteur pour essayer de décortiquer un peu sa méthode et pourquoi il fait ce métier, comment il fait ce métier et qu'est-ce qu'il va en faire après, qu'est-ce qu'il fait de sa vie un peu. Voilà, donc le premier qu'on a choisi d'inviter, c'est un Nantais, c'est Hervé Tancrel, qui fait pas mal de choses qu'il va nous raconter aujourd'hui, pas mal de la BD, du dessin hors BD aussi, enfin voilà, choses assez variées. Donc on va commencer, et puis je suis avec Fabien des éditions Vite Cocagne également. Et moi je suis Thomas. Voilà. Alors, juste pour dire en plus que c'est un rendez-vous qu'on va essayer de faire régulier. Donc tous les mois et mois et demi à peu près. Donc au mois de mai, Tanguy Josic a accepté de faire le suivant. Et ensuite, il y aura Benjamin Bachelier pour le Fumetti qui se prépare en quartier de la Madeleine. C'est le 3-4 juillet, je crois. 4-5 juillet. Premier week-end. Premier week-end de juillet. Bon, merci Hervé, déjà, d'avoir accepté d'ouvrir le bal et puis de tester la formule. Donc les antipastilles, c'est des petites choses. Ah, attends, on va lancer l'écran. C'est Vite Cocagne, on voit toujours un peu la machinerie derrière. Donc c'est des petites choses qu'on mange, qu'on aime bien, des petits apéros, quoi. Donc l'idée, c'est de passer un petit moment agréable autour d'un auteur et puis de parler BD, quoi. C'est pas si souvent que ça. Donc on va commencer par la mise en bouche, c'est-à-dire les débuts d'Hervé Tancrel, avec des premiers travaux qui n'avaient pas beaucoup de public, je crois. Donc vas-y. Voilà. Non, ça c'était mon seul public, c'était mes parents et mes copains à l'école et puis ma maîtresse, qui s'appelait De Bourris, rien à voir avec le dessinateur Hervé Bourris, mais comme je savais qu'on allait me poser des questions sur l'enfance, j'ai été rechercher dans mes cartons à dessin, quelques vieilles choses comme ça. Mais moi j'avais une question avant. Pourquoi cette référence à l'Italie tout le temps, Fumetti? Alors honnêtement, c'est la gourmandise. Il n'y a pas d'italien chez vous? D'accord, ok. Non, il y a un fan des pizzas et des... voilà. Ok. Oui, pardon. On peut peut-être mettre la suivante du coup. Donc au début on se demande, toi tu as commencé ta relation d'amour avec la BD donc très très tôt, tu dessinais beaucoup j'imagine Oui, un peu compulsivement, beaucoup de dessins tout le temps et j'ai aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai ce truc du dessin et de l'importance que ça avait. Et du fait aussi que du coup ça attirait l'attention des adultes et des copains aussi, et que c'était une bonne manière pour moi de rentrer en contact avec les gens, que ce soit des adultes ou des enfants. Donc dans ces cas-là c'est pas mal, tu te dis tiens il y a peut-être un truc il y a peut-être une carte à jouer. Tes copains ils te demandaient des dessins facilement. Voilà, c'était un moyen de draguer les filles, mais en général ça marchait pas parce qu'elles aimaient bien mes dessins mais pas plus que ça, elles préféraient les sportifs donc ou ceux qui castagnaient dans les cours de récré, ce qui était pas trop mon genre. Mais quand même, c'était un moyen, tu vois, de rentrer, d'être. Moi, j'étais pas très social, je restais très, très enfermé chez moi, à regarder la télé, à regarder Scooby-Doo justement. Ouais. Et je regardais les enfants qui jouaient au foot en bas de chez moi, et je comprenais pas pourquoi s'ils faisaient ça, des choses pareilles. Et ma mère me poussait, elle voulait que je sorte, mais j'avais pas envie. Et du coup, je lisais des BD, je regardais la téloche et je dessinais. Il fait beau, on va jouer dehors, quoi. Ouais, mais non, moi, j'avais pas envie du tout. Pourtant, il y avait un parc en bas de chez moi, mais j'avais pas du tout envie. Toi, ce qui te donnait envie de dessiner, c'était la télé en fait, c'était pas forcément d'autres dessins ou d'autres bandes dessinées. Il y avait, c'est vrai ce qui pouvait m'habiter, c'était tout ce qui était bande dessinée. Il y avait une culture de la BD chez mes parents, mais une culture de la BD jeunesse classique, donc Tintin, Astérix. On était, je crois, abonnés à Spirou, ou en tout cas, on l'achetait tous les mercredis au magazine Spirou. Donc moi, ça faisait partie de mon univers. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que la télé, j'avais aucun souvenir de mes parents m'interdisant de regarder la télé.
Donc je crois que c'était quelque chose de très présent et que j'étais toujours à bouffer du dessin animé et plus tard des téléfilms à la con comme Starkey Hutch, et que c'était quelque chose voilà, qui était je vois, de toute façon mes parents sont toujours collés devant la téloche aussi. Donc ce truc n'est pas, pour eux je pense qu'il n'y avait pas un rapport de dangerosité ou je sais pas moi, de lobotomisation de l'enfant du fait de regarder trop la télé. Et moi, ça m'a complètement nourri, les vieux dessins animés, évidemment, Récréa 2, enfin toutes ces émissions qu'on avait dans ma génération, puisque je suis déjà un peu vieux. Voilà. Il y avait déjà des notions de narration. Enfin, j'imagine que tu t'imaginais tout un tas d'histoires autour de ce dessin, où tu te contentais de dessiner, passer au suivant, où il y avait déjà des enchaînements, comme ça, des histoires construites. Alors là, ce qu'on voit, c'est surtout, en fait, c'est des dessins que j'ai fait à l'école avec cette maîtresse qui, moi, c'est ma mère qui m'a expliqué ça, mais c'est un cahier en fait où la maîtresse notait ce que je lui racontais, parce que j'avais pas cette belle écriture quand même à cet âge-là. Je pensais que c'était ta mère. Et du coup, je raconte vraiment ce qui se passait de mes dessins. Mais j'en ai aucun souvenir de ces trucs-là. Hein. Je me rappelle pas du tout. Peut-être en lire un. Donc le crocodile dit c'est moi le plus fort et le plus méchant. Il a dit je mordrai, c'est ça? Je mordrais. Non, je voudrais bien manger des fourmis, non, des fourmis. Je ne sais quoi, ou des poissons. Des poissons, ouais. Et aussi une maison, mais c'est trop grand, ou une fleur, mais c'est trop sale. Bon, donc il y avait quand même déjà pas mal de narration, je pense. Hein. Ouais. Bon, on n'arrive pas à le lire, il manque des mots. Mais... Ouais. Non, mais je sais que j'étais un gamin qui m'inventait beaucoup d'histoires, qui vivait vraiment ce dessin pleinement, mais je pense comme beaucoup de gamins. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Hein. Tous les mômes dessinent et sont complètement dans leur dessin quand ils y sont. Après, il y a un âge où tu passes le cap, tu continues ou pas. Parce que c'est quand même... C'est plus là, en fait, toi, tu as continué à dessiner au collège entre, j'ai entre continué, 10 et 15 ans, voilà, là, où alors, les gens s'arrêtent souvent. Oui, parce qu'il peut y avoir une forme de frustration tout d'un coup de se rendre compte. Souvent les mômes te disent je suis pas bon en dessin, ou j'y arrive pas, moi je me rappelle des crises devant des dessins parce que j'y arrivais pas à faire ce que je voulais, mais malgré tout, qu'est-ce qui m'a poussé à continuer? Ça, il y a plein de raisons sans doute, familiales et autres, mais du coup j'ai persévéré, et surtout je me rappelle très bien vers l'âge de 6-7 ans de vouloir faire de la bande dessinée. C'était pas dessiner, c'était faire de la bande dessinée. C'était très concret pour moi. Ça c'est une idée qui est pas partie après. Non, j'en ai pas démordu, quoi. C'était un truc évident. T'as pas voulu être ingénieur et après revenir à ça? Non, j'aurais mieux fait parce que financièrement je serais peut-être plus à l'aise maintenant, mais j'ai pas souhaité ça. Bah, tu dis que c'est tous les gamins qui font ça, mais c'est pas tous les gamins qui se roulent par terre parce qu'ils ont raté un dessin ou que tout d'un coup ils sortent d'une histoire. Il y a quand même a priori un terrain déjà hyper favorable. Il y avait un terrain du fait sans doute du côté de ma mère, parce que elle et ses deux frères avaient voulu faire du dessin et n'avaient pas pu pour des raisons notamment financières à l'époque, parce que c'était une famille ouvrière qui n'avait pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans des écoles d'art. Et je crois que moi j'ai toujours vu des choses autour du dessin dans cette famille-là. Et la bande dessinée aussi très importante, très présente. Et du coup, c'est moi j'ai deux grandes sœurs. Elles n'ont pas continué dans le dessin. Il n'y avait pas un rejet de la BD, non, au contraire, c'était plutôt quelque chose non, c'était quelque chose de vu. Très bien vu dans ma famille. Ouais, c'était au contraire très présent. Alors par contre, pas du tout la BD adulte. Enfin, il y en avait très peu. C'était vraiment la BD de jeunesse, comme on disait à l'époque. Et la BD adulte, j'ai découvert plus tard chez mes cousins. Alors quand je dis adulte, c'est pas forcément cul, mais c'était Torgal, Tardy, Moebius, enfin ces gens-là, quoi. Et où tout ce qui est la bande dessinée américaine, les comics et tout ça, quoi. Mais non, chez moi c'est très lié à l'enfance, à la jeunesse, tout ça, quoi. Mais je me rappelle juste d'une anecdote, c'est que quand j'ai dû vraiment dire que je voulais faire de la bande dessinée à ma mère, et je me rappelle c'était en vacances sous la tente. On partait, on faisait du camping, et qu'elle m'avait expliqué, parce que moi je lui avais dit je vais faire Cubitus. J'étais fan de Cubitus à l'époque, un truc assez improbable, mais j'aurais mieux fait d'être fan d'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Et elle m'avait dit tu peux pas, là où elle se trompait d'ailleurs, parce que finalement maintenant il y a plein de reprises partout, mais elle m'a dit non, il faut que tu inventes tes personnages de bande dessinée, il va falloir que ce soit toi qui inventes tes histoires, qui écrives tes histoires. Ça m'a un peu perturbé. Mais là, t'avais quel âge là? J'en sais rien, peut-être 8 ans, je sais plus. Mais ça m'a légèrement perturbé, parce que je me suis dit, ah oui, quand même, c'est pas si simple que ce que je pensais. Enfin, ça me paraissait plus simple pour moi de reprendre un truc qui existait déjà. Et du coup, mais je me rappelle très bien de tout de suite avoir essayé de trouver des personnages, d'inventer. J'avais inventé un commissaire ou un inspecteur qui s'appelait Lafayette. Voilà.
Bon, voilà. Et c'est dans les voilà. Du coup, plutôt que de me dire, oh, en fait, j'y arriverai pas, c'est bon, je laisse tomber, j'ai commencé à créer des personnages. Par contre, j'étais très feignant, j'ai jamais fait quasiment de pages de BD. Je faisais des grands dessins, j'inventais des personnages, mais je ne faisais pas de pages de BD et je racontais pas d'histoire. Et c'est un truc dont on pourra reparler plus tard sur le principe du scénario. Et du coup, tu as dû créer beaucoup de personnages parce qu'une fois que tu as fait ton personnage, tu n'as pas envie de faire une histoire. Je trouvais ça beaucoup plus sexy de dessiner le personnage, mais après, raconter des histoires autour me paraissait beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est vrai. Hein. Oui, c'est un peu Est-ce que dans cette période-là, ça ne te satisfaisait pas déjà juste de te dire j'ai dessiné le personnage, je sais ce qui va lui arriver, et puis de vivre un peu l'histoire dans ta tête, ça te suffisait en fait. Oui, ça me suffisait, ouais, c'était très bien. Ouais. Après, plus tard, j'ai rencontré des copains qui me proposaient des histoires qui n'aboutissaient jamais, mais moi, essayer d'écrire, ça me paraissait bien plus compliqué. Mais j'avais pas un rapport à l'écriture très, très fort, ni à la lecture d'ailleurs. Ça est venu beaucoup plus tard, ça. Ouais. Que des BD, quoi. Bah ouais, puis je lisais beaucoup de BD, même sans lire les textes. J'ai lu Tintin, mais de différentes manières, sur plusieurs années, justement. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Écoute, non, mais, du coup, après, tu es passé directement. Toi, tu as fait tes études dédiées à ça, à l'illustration, à la bande dessinée. J'étais jusqu'au bac difficilement, parce que j'ai redoublé quand même 2 fois. Et ce qui est con, c'est quand t'aimes pas l'école, tu restes encore plus longtemps. Ouais. Donc, à moins de se tirer dès la 3e, et ce que j'ai pas fait. Mais je regrette pas d'une certaine manière, parce que c'est vrai que lorsque j'ai fait une école après le bac de dessin à Lyon, que mes parents ont bien voulu me payer et qui coûtait quand même bonbon, donc ce qui prouve qu'ils étaient quand même vraiment derrière moi. J'ai pas regretté les années, les études au lycée. Parce que c'est vrai que je voyais des mômes ou des gens de mon âge qui, eux, avaient fait des années préparatoires, donc qui avaient un dessin plus abouti, mais qui, par contre, en termes parfois de culture générale, avaient des manques par moment. Tu vois, pas tous, hein, et ça, je me disais, heureusement, moi, j'ai quand même ces années de lycée m'ont permis d'avoir des bases que j'aurais peut-être difficilement eues autrement, quoi. Donc voilà. Mais puis les années de lycée, c'était pas les plus catastrophiques. C'est plus sympa déjà le lycée que le collège ou que la primaire, quoi. Une école spécialisée. Enfin, au lycée, c'était un lycée cursus classique, quoi. J'ai fait ce qu'on appelait A3 art plastique à l'époque, qui était un truc assez improbable. Mais qui était déjà dans le dessin. C'était censé être ce qui t'amenait vers les beaux-arts. Mais en fait, parce que du coup, c'était très dans le concept. Tu commençais directement sur des sujets du genre dedans, dehors. Mais alors que tu savais même pas dessiner. Donc, que tu voulais faire avec ce genre de conneries. Alors il y en avait qui avaient tout de suite des super idées. Je me rappelle il y avait un truc sur le camouflage. Il y avait un mec qui avait rendu son carton à dessin vert et noir, ça, les vieux cartons à dessin là, et il avait foutu son crayon HB vert dessus, puis il avait rendu ça. Bon, lui, il était bon pour les beaux-arts, et c'était super, j'avais trouvé ça génial, c'était en 3 coups de cuillère à peau, il avait rendu son sujet. Mais moi, ce que j'attendais, c'était d'apprendre à dessiner, donc j'étais vachement déçu, même si j'avais quand même pas mal d'heures de dessin et puis d'histoire de l'art, ça c'était vachement important. J'étais quand même déçu de ce manque d'apprentissage, de bagage technique. Et quand j'ai rencontré des potes après qui m'avaient dit, qui avaient fait F12, sauf que moi j'étais très mauvais en maths, donc c'était très scientifique ces bacs-là. J'ai presque eu un regret parce que eux avaient eu justement ce bagage technique, cette capacité d'aller vers plein de choses, que ce soit la vidéo, le design et tout ça. Bon, mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même fait mon école après le bac, quoi. Donc tu as fait l'école Émile Cole, c'est ce que je voyais. À Lyon. Donc là, c'est vraiment une école d'art appliqué et puis c'est du dessin au kilomètre, quoi, ou c'est plus Oui, un peu au kilomètre. Mais en fait, c'est une école qui a été montée par des anciens profs des Beaux-Arts, mais un peu dans mon souvenir de ce qu'ils en disaient eux-mêmes, un peu en contrepoint, même plus que contrepoint, en réaction. Voilà, merci Tanguy. Je te revaudrai ça lors de ton intervention. Et en réaction contre les Beaux-Arts, justement. Côté conceptuel, ils étaient très chiants avec ça, parce que du coup, c'était l'inverse. Du coup, ils avaient voulu monter une école très académique. Mais moi, c'est exactement ce que je cherchais. J'avais envie d'aller dans une école qui allait m'apprendre le dessin de plâtre, le modèle vivant, le dessin d'objets, et même des choses que je trouvais assez insupportables, genre dessiner un verre comme si c'était une photo. Truc chiant, mais sauf que quand tu fais ça pendant 3 ans, enfin 2 ans, parce que la 3e année tu étais un peu plus lâché et on te permettait d'aller vers tes propres créations, t'as un super bagage derrière. Si tu sais dessiner quelque chose de manière très réaliste,
derrière, tu fais plus ou moins ce que tu veux, quoi. Donc, voilà. Et du coup, tu as des projets à côté de cette école? Je veux dire, tu continues à faire de la BD pour toi ou là, tu es tellement accaparé par ça que... Non, j'étais tellement accaparé par les études que j'avais même lâché presque même la lecture de bande dessinée parce que je m'y retrouvais pas à l'époque dans ce qui se produisait. Je voyais pas trop, j'essayais d'aller voir à droite à gauche et puis c'est vrai que je lisais moins de BD, j'étais sur... voilà, quand tu es étudiant en art, tu as envie de tout faire. Tu te dis, ah tiens, si je faisais de l'illustration, si je faisais ci, si je faisais ça, pourquoi pas de la peinture, pourquoi pas ceci, cela. Et puis... C'est là que tu nous donnes une transition drive. Ouais, ben oui. Et alors là, c'est là que tu découvres l'association, j'imagine ou Alors, oui, j'ai découvert l'association à la fois par des élèves dans mon école et notamment sur des projets, enfin des choses de Lewis Trondheim. Je me rappelle de l'album Slalom qu'il avait sorti, et aussi par un prof de bande dessinée qui a été quand même très important, qui s'appelle Yves Gott, qui a fait donc notamment Le Baron Noir avec Pétillon, qui est une bande dessinée formidable, enfin qui était vraiment top. Et du coup, lui était copain avec ces gens-là, donc il en parlait, il nous montrait des choses, quoi. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, putain, mais c'est exactement ce vers quoi je veux aller. Ce type de bande dessinée m'interpellait bien plus que la production qu'il y avait à l'époque à côté voilà. Et du coup, je suis voilà. Donc du coup, ça, c'est ta première bande dessinée éditée officielle? Oui, en 1998, c'est sorti. Donc c'est toi qui as envoyé le projet? Ouais. T'as vu cette collection? Parce que c'est une collection particulière, c'est la collection Pattes de Mouche. Ben oui, tu l'as, celle-là? Ouais, donc c'est un tout petit format. C'est tout petit format, voilà. Et non, en fait, ce qui s'est passé, moi, je suis rentré à Nantes en 96. J'ai bossé un peu pour de la com, pour des boîtes de com et tout ça. Et puis, mais j'avais toujours dans le viseur de faire de la bande dessinée. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu avoir le contact d'un des fondateurs de l'association qui s'appelle Stanislas Barthélemy, que je ne connaissais pas du tout. Mais je l'ai appelé, en fait. Et puis, je lui ai dit, voilà, je suis jeune dessinateur, j'aimerais bien vous rencontrer pour vous présenter mon boulot. Et il m'a dit, ça tombe bien, nous, on est à Paris du temps au temps, tous là, parce qu'il y avait un papier, je crois, des Inrocks ou je sais pas quoi. T'as qu'à passer. Mais moi, je ne savais pas qui c'était ces gens-là, j'avais vu juste leur boulot, donc je me disais ça va être sympa, bonne ambiance et tout, quoi. En fait, pour les gens de l'association, quand même, faut le savoir, c'est quand même tous des cas presque cliniques, quoi. Ils sont très durs, humainement parlant, pour tout, avec certains plus ou moins sympas, mais c'est quand même des gens assez durs et assez violents, et surtout qui détestaient le côté jeune auteur qui arrive avec son carton en dessin pour leur montrer ses projets, quoi. D'Emile Cole en plus. Et qui sortait, et puis qui avait pas grand chose à montrer. Et moi j'avais l'impression que j'allais rencontrer des futurs potes. Bon, et alors du coup je me suis retrouvé face à ces gens-là. Heureusement, c'est plus. Je crois que c'était un peu David B, un peu Lewis Trondheim qui ont regardé mon boulot, qui se sont un peu foutus de ma gueule gentiment. Lewis m'a dit c'est tout ce que tu as foutu depuis autant de temps. Ok, ouais, non. Ah, on dirait du Fred, mais c'est que du Fred, mais t'as pompé sur Fred. Non, voilà. Il dit bon, non, mais de toute façon on prendra pas ce que tu as fait, parce que j'avais fait quand même des petits trucs pour des fanzines, notamment un truc qui s'appelait Ciel et Terre, où il y avait le dessinateur Alfred parmi. Et donc j'avais présenté tous ces trucs là. Et puis ils m'ont dit non, mais si tu veux faire un truc, fais-nous un Pattes de Mouche, et puis on verra si on te le prend ou pas, quoi. Et donc c'est Pattes de Mouche, donc cette collection. Mais moi, voilà, on m'a dit ça, j'y vais, quoi. Donc j'ai foncé. Et alors, donc il fait combien? Il fait 32 pages, c'est ça? 22, je 22, crois. Ouais. Et tu te souviens déjà de ta première émotion quand t'as su que tu allais être édité et que tu as vu l'objet un peu imprimé? Oui, mais c'était déjà ambigu parce que je savais qu'il y avait certaines personnes de l'asso qui voulaient pas du tout le faire et d'autres oui. Donc tu dis bon merde, déjà c'est pas gagné. Et Menu voulait pas du tout, ça le faisait chier. Kilo faire non plus. Et puis bon, David B avait dit si, Stanislas Barthélemy aussi. Eux ils étaient peut-être plus dans une idée de se dire c'est bien de publier des jeunes auteurs et tout ça, quoi. Menu trouvait que j'étais sous influence trondhémienne alors que finalement j'étais plus sous influence Menu, mais je lui ai pas dit, mais bon. Et parce que j'avais adoré son petit Pattes de Mouche qui s'appelait Omelette, justement. Une petite histoire muette comme ça, du coup là c'est vraiment une histoire muette, la balade du petit pendu. Mais et donc voilà, mais par contre évidemment hyper content que finalement ça soit pris et puis de recevoir l'objet, ouais. C'est marrant parce que du coup ça avait l'air compliqué, mais 2 ans après ils t'ont quand même repris pour
pour le Mais Comics là 2000, encore, c'est quoi. un accident. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'accidents, mais rigolo, plutôt des accidents dans le bon sens du terme. C'est vrai, c'est c'est un bel accident. Ouais. C'est que quand j'ai pour Comics 2000, donc un gros pavé qu'ils ont sorti en l'an 2000 qui fait 2000 pages, avec je ne sais plus combien d'auteurs étrangers, voilà, gros projet un projet monstre que Menu je crois, à monter. En fait, moi j'ai envoyé des pages pour Lapin, qui était leur revue. Et j'en avais envoyé 16 et ils avaient besoin de 15 pages pour Comics 2000. Capsule. Oh putain, merde, je me confonds tout. Comics 2000. Ouais. Et ils m'ont dit, bah, t'as qu'à virer la première page qui est une espèce de page d'intro et on te les prend pour Comics 2000. Et j'étais peut-être un des premiers auteurs qui ont dit oui, parce que moi j'avais envoyé ça sans savoir que ça existait, ce truc-là. D'accord, Donc, c'était j'ai dit, même pas super. pour boucher les trous à la fin. C'était en plus. Puis j'étais payé pour le faire, c'était super. Moi j'étais très content du coup de faire partie de cette aventure, mais j'avais pas prévu de faire partie de cette aventure. Ouais. Voilà. Tout ça, il y avait des sous à la clé, c'était bénévole ou il y avait un petit peu de sous quand même? Alors la balade du petit pendu, tu me poses une colle. Non, je mais sais- si tu sais pas, c'est pas grave. Mais je hein. ne sais pas si j'ai été payé ou pas pour ça. Je crois pas. Je crois que c'était. Non, je sais plus. Je sais peut-être si. Quand Donc même. le Comics 2000, lui, par contre, c'était un premier. Oui, il y avait un de premier l'argent. contrat, Ouais. quoi. Ouais, il y avait de l'argent. Ouais. Est-ce que ça a changé la donne ou c'était pas ta préoccupation à cette époque-là, quoi? Non, bah disons que je vivotais, j'avais pas d'enfant à l'époque, donc je faisais des boulots en com, des choses à droite à gauche. Par contre, le fait d'avoir fait cette école à Lyon me permettait de bosser que dans le dessin. Surtout, moi, j'avais une grande angoisse, c'était de rentrer dans le monde du travail hors dessin. J'avais très peu bossé l'été, j'étais une grosse feignasse, j'avais très peur de tout ça, donc puis mes parents m'ont jamais permis de bosser dans leur entreprise en été parce que c'était pas possible, parce que j'ai des copains qui se foutaient de ma gueule parce que je bossais pas l'été, sauf qu'eux ils allaient bosser dans l'entreprise de leurs parents à faire du café ou des photocopies, donc bon, c'était pas si compliqué que ça, et du coup moi le monde du travail hors dessin m'angoissait énormément, et donc j'étais très content de faire des boulots de com, même si des fois c'est pas très intéressant, mais voilà. Moi, c'est la première fois que j'ai vu des pages de toi, c'était justement dans ce bouquin-là. Et puis, il y a eu un petit temps, il s'est passé combien de temps entre celui-là, il est sorti donc en 2000, et le Legs de la chimiste, qui est ton vrai premier... Ouais, bah, la première qui est BD la classique. payée, quoi, on va dire. Oui. BD de commande, j'imagine. Ouais. Et ça, en fait, c'était un an après, c'est 2001. Voilà, 2001. Donc ça a été par une rencontre avec le scénariste Hubert, qui vivait à Nantes à l'époque, copain de Johan, ici présent aussi, et puis qui m'a proposé de faire un... Alors j'avais fait aussi, il faut quand même rappeler ça, sans être trop long, mais je participais aussi à un petit fanzine qui se faisait à Nantes, monté par Olivier Texier et Sylvain Chantal, qui s'appelait le Transborder. Donc j'avais fait ma première histoire aussi avec ce petit fanzine qui était distribué gratuitement dans tous les bars de Nantes. Et c'était aussi un chouette objet. Il y en a eu pas mal de faits. Et c'est par ce biais-là d'ailleurs qu'Hubert avait vu mon travail aussi et qui m'avait proposé de travailler avec lui sur un scénario. Et donc après, ce scénar, on l'a proposé à différents éditeurs. Il y en a pas mal qui ont refusé, mais Glénat a dit oui parce que Glénat, je crois, avait envie de trouver des auteurs un peu nouveaux avec des graphismes un peu différents. C'était quand même, l'association avait fait déjà école, Dargaud lançait Poisson Pilote, il y avait tout ce renouveau un peu de la bande dessinée, et du coup, eux ont bien voulu prendre ce projet, quoi. Et toi, bosser pour une maison d'édition comme l'association ou pour Glénat, qui sont quand même deux mondes un peu différents, ouais. Comment tu voyais ça? Il y en a un que tu préfères à l'autre, il y en a un que tu voulais privilégier. Moi, je me rendais bien compte qu'il y avait un petit hiatus, mais en même temps, j'étais pas trop dans le milieu non plus, donc c'est pas comme si j'étais avec des hyper potes avec les gens de l'assaut, puis d'un coup j'étais parti chez Glénat, parce que je pense qu'il m'aurait soufflé dans les bronches. Donc là, le fait est que je me disais, de toute façon, c'est le seul éditeur qui veut de nous, donc allons-y. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais Glénat, en fait, qu'est-ce qu'ils font, Glénat? Ça me disait rien du tout, Glénat. Alors, je connaissais le nom, mais je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Bon, j'ai été voir après les collections vécues et tout ça. Je me suis dit, merde, je vais avoir du mal à leur piquer des BD quand j'irai chez eux. Et c'est vrai que j'étais pas super excité par ce qu'il y avait chez Glénat, mais en même temps, voilà, il y avait une proposition. J'allais pouvoir faire ma première bande dessinée. Le scénario me plaisait, ça se passait bien avec Hubert, donc j'ai foncé parce que mon but c'était de faire de la BD. C'était pas. Et puis l'assaut, j'y revenais régulièrement, mais j'avais pas. L'association, c'est quand même toute cette période quand ils ont monté c'était aussi l'auteur.
C'est-à-dire la personne qui écrit ses propres histoires. Il y a très peu de bouquins de l'assaut où c'est un scénariste et un dessinateur. Il y en a quelques-uns, mais du coup, c'est deux auteurs qui travaillent ensemble. Moi, j'étais pas auteur, j'étais dessinateur finalement. J'écrivais pas mes propres histoires ou très peu. Et je crois que c'était très compliqué pour ça. Mais j'ai souvent été renvoyé dans les cordes par l'assaut quand je leur envoyais des projets. Donc du coup, j'ai fini par trouver un scénariste et puis c'est parti sur des maisons d'édition beaucoup plus classiques, effectivement. Des éditions comme l'Assaut que tu as démarché assez activement, il n'y en a pas eu d'autres en fait. Tu as été voir surtout eux pour ces raisons que tu as dit. Ben oui, puis après, moi j'ai été pris dans une forme d'engrenage, si je puis dire, mais qui a fait que voilà, j'ai fait cette BD-là, puis après il y en a eu d'autres, puis voilà, au bout d'un moment tu mets la main dedans et puis tu avances comme tu peux, quoi. Et avec plaisir, hein, mais voilà. C'est là qu'on voit quelques titres qu'on a mis. Donc, tu as fait des séries Professeur Belt avec Johan Sfar. Tu as fait donc, chez Milan aussi des trucs plus pour les enfants qui étaient, qui étaient des histoires parues dans Capsule Cosmique, c'est ça? Ouais, en partie. Ouais. Et un peu de Lucha Libre, c'est ça? C'est quoi? C'est une revue, un MOOC, comme on dit? Ouais. Oui, il y a eu plein. Là, quand on voit, il y a quand même plein de choses très différentes. C'est vrai que dans la jeunesse, j'en ai fait peu. J'en ai fait surtout avec donc Tête Noire, mais via le magazine Capsule Cosmique qui était monté par des auteurs, mais qui a été ensuite publié par Milan. Mais c'était des copains, surtout Gwen de Bonneval, Mathieu Bonhomme, Stéphane Ouari. Et c'était un atelier à Paris. Et quand ils ont monté ce projet qui me semblait très ambitieux à l'époque, j'étais évidemment tout de suite, je leur ai dit, mais moi j'ai envie de bosser avec vous. Donc j'ai fait ces petites histoires dont je suis plus ou moins content, mais après voilà, c'est toujours pareil, on a un regard un peu dur sur son travail. Là tu t'écrivais un peu, tu étais un petit peu scénariste, quoi. Du coup, c'est la première fois que je faisais des trucs, à part la balade du petit pendu et des choses dans des collectifs, c'est la première fois que je faisais des histoires tout seul, mais c'est des petites histoires courtes, muettes. Je prenais pas beaucoup de risques et puis bon, je m'amusais avec un univers très couillon de catch mexicain, de monstres. Donc c'était chouette à faire, mais je suis assez peu content du résultat finalement. Voilà, je le regarde avec pas mal de difficultés ce boulot-là, quoi. Bon, on va pas passer tous les livres en revue, mais non. Moi j'en ai mis un qui était quand même essentiel pour toi, j'imagine qui a bien marqué et ta reconnaissance dans le milieu de la bande dessinée et une façon de travailler, parce que c'est quasiment ton premier livre scénarisé, ou au moins co-scénarisé, quoi. Oui, alors la communauté, c'est un projet important pour moi, parce que déjà c'est un projet qu'on a tenu avec donc c'est un livre que j'ai fait avec mon beau-père et que j'avais envie de faire depuis des années, enfin qu'on avait envie de faire depuis des années, et que je pensais même qu'on n'arriverait jamais à le faire, tout simplement parce que c'était trop gros, puisqu'il s'agit d'un livre témoignage où je raconte l'histoire communautaire de ma belle famille, donc de mon beau-père et des gens qui ont créé cette communauté dans les années 70 au nord de Nantes, à la campagne. Cette histoire, on en a parlé des années et des années avant finalement de passer le cap et d'y aller et d'avoir un jour un éditeur qui a accepté de le faire avec nous, quoi. Vous en avez parlé des années en disant que ce serait intéressant d'en faire une bande dessinée, quoi. Oui, parce que lui il me racontait, moi j'étais fasciné par cette histoire, ma femme m'en parlait aussi parce qu'elle a vécu elle enfant dans cette communauté, que c'était une histoire quand même chouette avec évidemment une fin, des choses aussi dures, mais il y avait quand même tout un truc super intéressant. Puis moi le principe communautaire de ça, même si moi je me verrais surtout pas vivre en communauté, je trouvais ça vachement intéressant, toute cette période post 68 art et tout ça, quoi. Et puis j'ai une relation aussi avec mon beau-père qui est très qui n'est pas une relation de gendre et de beau-père classique, donc on est plus amis que gendre et beau-père. Du coup, on a toujours beaucoup parlé de cette histoire-là. Et lui avait cette envie de raconter, et moi, je me disais, ça peut être un super projet de bande dessinée. Mais c'est un bouquin, du coup, que tu développais en même temps que toutes les séries qu'on a vues. Plus ou moins. C'est un bouquin que tu as dessiné d'un coup, ou c'est plus de la discussion, et puis tout d'un coup vous êtes décidé à le faire, quoi. On a fait plein d'essais, plein de choses, et il y a un moment où on a fait j'ai enregistré mon beau-père, on a enregistré des entretiens, et ensuite quand on a signé et qu'on a trouvé un éditeur,
là je m'y suis mis, quoi. Mais je m'y suis mis avec lui, donc c'est pour ça qu'il est crédité co-scénariste. Il s'est pas juste contenté d'être interviewé. On a vraiment travaillé ensemble. Donc moi c'est vrai que je m'occupais de la partie dessinée et de mise en scène, tout ça, mais lui me dessinait avec son dessin assez naïf mais assez chouette, des anecdotes, il me foutait des bouts de texte, des machins, et puis moi j'étais tout le temps à lui demander mais qui a dit ça, là je dois mettre qui dans telle scène, parce que cette histoire communautaire évidemment c'est beaucoup de monde, c'est peut-être une cinquantaine de personnages, mais c'est lui, par contre c'est son histoire à lui, c'est l'histoire d'une communauté racontée par une personne. Et par contre, ça a été un vrai... alors déjà, un projet humainement qui m'a tenu à cœur, qui m'a fait énormément plaisir, parce qu'on a été jusqu'au bout, et que ça a fait du bien à mon beau-père, que ça m'a fait du bien de le faire, c'était super. Enfin, voilà. Ça a même réconcilié des gens, donc c'est plutôt chouette. Et puis graphiquement, moi, ça m'a dérouillé aussi. Scénaristiquement, ça m'a permis de mettre un premier pied dans quelque chose qui m'habitait depuis longtemps, c'est-à-dire écrire mes propres histoires, mais avec cette peur et cette sensation que j'étais peut-être pas fait pour ça. Là, au moins, j'arrivais à faire quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus concret. Et puis, alors, c'est pas des bouquins qui ont énormément marché, mais ça me semble être un livre de fond, enfin quelque chose qui continue à se vendre. Il y a eu une adaptation pour France Q il y a 1 an et demi. Enfin, moi, c'est des choses qui me font vachement plaisir. Je connais pas les chiffres de vente, mais j'ai l'impression qu'il a atteint un public qui n'était pas le public de la bande dessinée classique. C'était, je sais que moi, ce bouquin, dans la région nantaise, il y a beaucoup de gens, surtout dans les milieux gauchistes, mais qui en parlent, ça fait tourner. C'est le gros problème, parce que du coup, évidemment, dans les milieux gauchos, ils n'achètent pas le bouquin, ils se le font passer. C'est cool. Voilà. Donc j'ai rien vendu. D'accord, donc ils ont acheté un livre, quoi. Voilà, il y a un bouquin qui tourne depuis des années. Un bouquin communautaire, en fait. Voilà. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai rencontré un public très différent du public que je rencontrais dans les festivals de bande dessinée en général. C'était un public, du coup, des gens qui débarquaient là, qui connaissaient pas trop les festoches, qui me posaient plus des questions sur le principe communautaire, auxquelles je ne pouvais pas toujours répondre parce que moi je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai fait quelques festivals avec mon beau-père, c'était rigolo aussi. Donc non, c'était une autre approche de la bande dessinée. Mais après, moi, c'était pas, je ne m'étais pas dit, allez, maintenant je fais que de la BD témoignage, parce que c'est hyper bien, j'adore ça. Parce qu'en fait, moi j'aime bien toutes les formes de bande dessinée qui existent. C'est parti. Ah d'accord, au scénario. Des envies justement, parce qu'à travers toutes ces BD, on voit un peu plein de trucs différents. Et voir un peu ce que tu fais maintenant justement, qu'est-ce qui guide un peu justement le passage d'un style à un autre comme ça. Est-ce que tu as des envies précises, tu te dis tiens je sais, je voudrais essayer ça, et ensuite ça, ou est-ce que c'est vraiment du projet qui arrive au fur et à mesure? C'est des rencontres avec des gens, en fait, sauf parfois exception. C'est vrai que j'ai bossé avec Johan Sfar pour la reprise de Prester Bell. C'était pas une rencontre, c'est lui qui est venu me chercher. Bon, voilà. Autrement, Hubert, c'était une rencontre. Mon beau-père, c'était évidemment une rencontre. David B, c'était aussi une rencontre. Et puis, Polo, par exemple, pour les voleurs de Carthage, c'est des gens que j'ai rencontrés en festival. Donc, c'est des rencontres liées à la profession, à ce que je fais, à part mon beau-père. Là, c'était lié à des histoires de sexe avec ma femme. Mais du coup... mais c'est des belles rencontres à chaque fois. C'est des gens avec qui je m'entends bien, des amitiés très différentes entre un David B ou un Apollo. On a deux mondes très différents. Et puis c'est ça qui nourrit du coup l'envie de faire un projet, de lancer ça. Et après moi, en fonction de ce qu'on me propose comme histoire, je vais travailler le dessin différemment. Alors je sais pas si c'est quelque chose. Voilà, c'est peut-être un truc qui me caractérise. Je suis pas le seul, hein, mais. C'est vrai que j'ai mis 4 planches où on a des styles très très différents. Mon professeur belge, j'imagine que tu étais contraint par la forme précédente qui était imposée par... C'était une reprise, ouais. Là, on a une planche un peu comique de tête noire. Tête noire, ouais. Et puis, on va avoir 2 planches derrière, donc aussi très différentes. Donc, une planche des racontards, oui. Où là, même dans les racontards, tu as plusieurs styles graphiques. On a une partie qui est Colavie, et puis une partie qui est à l'encre. Donc dans le livre, il y a tout un tas d'effets de gris. Et puis la BD de David B, que tu as fait avec David B,
Là, on est plus sur de la ligne, enfin de l'ancrage avec rehaussé avec une couleur bleue, quoi. Donc à chaque fois, c'est le projet qui va guider le style graphique, ou c'est plus toi, ton envie d'expérimenter tout d'un coup un projet où les deux sont liés, j'imagine. Les deux, mon capitaine, en fait, ouais. Non, mais il y a un peu de ça, mais c'est. Alors, il y a plein de raisons à ça. C'est à la fois, c'est vrai que sans doute que le fait d'avoir un petit bagage technique, en ayant fait 3 ans à Émile Cole et tout ça, et cette envie d'aller loin dans le dessin, de chercher toutes les formes de dessin, m'a toujours donné envie d'aborder un projet avec un graphisme un peu différent. Et puis aussi parce que ça m'excite et puis que je me dis c'est un moyen de pas trop s'encrouter, de pas toujours faire la même chose. Il y a aussi sans doute le fait de pas écrire ses propres histoires. Du coup, on a peut-être envie de prouver un peu plus en tant que dessinateur en disant bon, ok, c'est pas moi qui écris l'histoire, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de vrai aussi là-dedans. C'est un peu de l'esbrouf. Alors, en même temps, je ne sais pas si c'est toujours très bien parce que on peut paumer aussi le lecteur. Du coup, il y a des gens qui vont beaucoup aimer ce que j'ai fait sur le lac de l'alchimiste et qui m'en reparlent, mais je sais très bien qu'ils n'ont pas lu La Communauté ou pas Les Faux Visages. Mais sauf que du coup, je perds des lecteurs en route à chaque fois ou j'en gagne des nouveaux. Sauf que Puis tu as peut-être une identité visuelle qui aujourd'hui se dessine clairement, mais qui a peut-être été un peu moins rapide justement à se déterminer, quoi. C'était peut-être pas au début très évident. Oui, alors plus moi j'ai toujours été un peu une éponge aussi, donc c'est vrai que j'avais un dessin. C'est pas ça que j'ai dit. Hein, non, mais c'est vrai. Moi je le reconnais. J'étais sous influence Blutch pendant très longtemps. Après il y a eu aussi Johan Sfar qui m'a beaucoup marqué dans sa manière de travailler. Donc on pouvait retrouver ça dans mon dessin. C'est pas pour rien que Johan m'a demandé de faire Professeur Bell et de reprendre Professeur Bell. C'est des choses après qui m'ont qui ont été aussi parfois des vrais boulets à porter. L'influence Johan, j'en ai chié parce que évidemment que j'étais considéré comme une sorte de soit de disciple, soit comme sous-sphare, et que je savais que j'allais en chier avec ça. Et il a fallu que je m'en sorte, que j'aille vers d'autres graphismes pour pouvoir en sortir tout doucement. Et j'avoue qu'il y a des fois quand on me renvoie sur des albums que je fais maintenant, qu'on me renvoie encore vers Johan, je me dis putain mais fais chier, c'est pas vrai. Le déclic il est sur la communauté, sur les racontards un petit peu. Oui, c'est un peu ça. La communauté m'a permis, je crois, de sortir un peu de tout ça. Et puis les racontards après, oui, j'en suis sorti. Et après le dessin se fait, ça se patine, c'est des choses. Tant que ça se dégouline pas, ça va. Mais voilà. Mais par exemple, un projet avec David B a été un projet hyper dur pour moi et en même temps dont je suis très content. Mais parce que je me suis, quand j'avais demandé à David, mais tu veux que je dessine ça comment? Il me dit comme tu fais Professeur Bell. Et je dis mais non. Je peux pas. Professeur Bell, c'est un univers qui est tellement un peu fantastique, victorien. Je pouvais déformer mon dessin, lui apporter des choses un peu dans l'univers de Burton ou ce genre de choses. Mais du coup, les faux visages qui se passent dans les années 80, je ne voyais pas du tout comment je pouvais appliquer le dessin de Professeur Bell à cet univers. Et du coup, c'est aussi parfois une incapacité, tout simplement. Je ne pouvais pas. Je lui ai dit, mais non, je ne ferai pas comme Professeur Bell. Du coup, j'ai cherché. Et en fait, petit à petit, mon dessin est allé... Parce que là, c'est les premières pages, mais alors vers la fin, c'est presque de la ligne claire par moment. Alors, une ligne claire un peu tarabiscotée, mais... Et j'en ai profondément souffert de dessiner ça. Surtout qu'on a mis 6 ans à le faire avec David B. Donc je l'ai dit, on a vraiment une grosse différence entre les dernières et les premières pages. Heureusement, la bichromie unifie un peu l'ensemble. Mais j'étais très déstabilisé par ce dessin. En même temps, c'était une bonne école et je devais dessiner des voitures. Je déteste tout ce qui est voiture. Des voitures dans les années 80, donc c'est pas drôle. Des armes. Alors, tu faisais quoi? Tu regardais beaucoup de films? Alors, par exemple, voilà. Et puis, je devais dessiner aussi des banques dans les années 80, tu vois. Donc, genre de truc hyper sexy à dessiner. Et du coup, j'ai regardé. En fait, c'est vrai que j'avais très peu de bouquins. Il y a très peu de bouquins sur Paris, par exemple, dans les années 80. Tu trouves des bouquins de Paris sur les années 50, 60, années 30, actuelles et tout. Mais les années 80, c'est comme s'il y avait eu un vide sur cette époque-là, quoi. Mais c'est vrai que ça détruisait aussi beaucoup à cette époque, donc je ne sais pas. Il y a un truc comme... Parce que pour tous ces livres, tu as beaucoup de documentation, même visuelle. Il faut, quand tu es sur un truc un peu historique, puisque là on parle vraiment de l'histoire du gang des postiches dans les années 80, qui est une histoire vraie, même si on connaît peu de choses dessus, et nous on en fait une fiction, il fallait quand même aller chercher de la doc à droite à gauche. Puis, en plus, moi je suis pas parisien, donc j'avais pas forcément la possibilité d'aller photographier des rues tout le temps. Et du coup, j'ai été chercher dans les films. Alors,
là où c'est dramatique, c'est que les films des années 80, policiers ou même pas forcément policiers, c'est quand même français, c'est la sale période. Hein. Parce que avant, tu as Melville, tu as tout ça, c'est super bien, mais les années 80, c'est Pinot Simple Flic, c'est Pour 100 briques, t'as plus rien. T'as quand même tous les films, Le Grand Pardon, qui sont quand même des sacrés nanars, les Alain Delon et tout ça. Il y a un seul film. Pendant 6 ans, alors. Pendant 6 ans, j'avais cette doc, donc Pinot Simple Flic m'a beaucoup servi, parce qu'il y a beaucoup de fourgonnettes, ouais, tu vois. Mais je te jure, Pour 100 briques, t'as plus rien, j'ai toute la banque, il y a une banque, c'est la banque pour 100 briques, t'as plus rien. Donc c'est quand même assez surprenant de travailler à partir de ces images-là, tu vois. Mais c'est rigolo aussi. Et il y a un seul film qui est vraiment sorti du lot, c'est Police de Piala. À part la coiffure de Marceau, tout le reste est très très bon. C'est vraiment très bien. Et il a fait travailler des vrais acteurs de Belleville. Et c'est un très très bon film. Mais bon, en général, Piala, c'est pas trop de la merde. Donc, mais les autres, c'était quand même gratiné. Ouais. La balance est vraiment naze. Ah oui, ça je l'ai vu. Ah ouais, c'est très très mauvais, ça, la balance. Ouais. On va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de tes dernières sorties là. Justement, pour parler de la technique et un peu voir comment tu bosses peut-être un peu plus profondément donc, sur les 2 derniers albums que tu as sortis avec Apollo au scénario. Donc Les Voleurs de Carthage, c'est sorti quand ça a un an. Enfin, le premier tome est un peu plus vieux. Le premier tome, il date de 2000. Attends, je sais même plus. 2013. 2013, je crois, septembre 2013. Et le deuxième, du coup, octobre 2014. Ouais, c'est ça. Donc, c'est donc Apollo au scénario. Je veux bien que tu mettes le suivant. Et alors, comment tu le rencontres? Comment ça se passe? Comment on vient chercher Hervé Tancred pour... Apollo, je l'ai rencontré sur l'île de la Réunion. Parce qu'il y a pire comme contexte pour rencontrer des gens. Tu vas pour choper des scénaristes. En buvant de la dodo et en criant Motorhead dans des bars. Donc, il y a une culture très rock et très métal à la Réunion, il faut le savoir. Ce qui peut être surprenant, mais... et on a bien rigolé avec ce gars-là et puis on s'est revus après à Angoulême quand il venait. Je suis retourné à la Réunion, donc voilà. Et on s'est dit bon, on va faire un truc ensemble. On avait un projet un peu plutôt rock, ado, tout ça, qu'il a finalement ce pan de bande dessinée. Il l'a fait, ces histoires, il les a faites avec Stéphane Ouari, avec des très beaux bouquins, Pauline et les loups-garous, et puis en attendant Barjot, je crois. Et du coup, avec moi, on n'arrivait pas à trouver, on cherchait, on se régulièrement. Donc lui habitait en plus après en Afrique, donc c'était que par mail qu'on pouvait discuter. Mais on cherchait un sujet en commun, quelque chose qui puisse nous habiter tous les deux, quoi. Et Apollo a une approche de la bande dessinée beaucoup plus littéraire. C'est pas quelqu'un qui est forcément nourri de cinéma, mais beaucoup plus de littérature. Il est prof de français, donc il y a peut-être une logique à ça. Et puis un jour, je lui ai parlé de Salammbô, voilà, de Flaubert. J'ai dit, moi j'ai lu ce bouquin. Et je me dis, putain, vraiment, j'aimerais faire un péplum. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc le sujet, il vient de toi à la base. Je crois, après, tu vois, on va faire l'histoire, mais dans les échanges de mails, j'ai le souvenir de lui parler de Salammbô et lui de bondir, par mail, ça se voit pas, mais de me dire, mais c'est ça, mais c'est génial parce que ça fait depuis que je suis môme, je veux faire un bouquin sur Carthage. Parce que moi je suis né à Carthage et que je détestais lire Alix parce que les Carthaginois étaient toujours représentés comme des fourbes et des traîtres. Et donc je veux prendre ma vengeance sur Alix. Ah, ça vient pas des cours de latin, ça vient d'Alix. Ça vient d'Alix et qui est Jacques Martin, le dessinateur d'Alix, représentait toujours les Carthaginois comme des affreux traîtres. D'accord. Et du coup Apollo m'a dit, je vais faire mon histoire, on va faire notre péplum, on va faire un truc sur Carthage, mais où on va être beaucoup plus, très différent d'Alix pour le coup, quoi. Donc, on peut peut-être dire un mot de l'histoire quand même. En gros, ça se passe, c'est la Troisième Guerre punique. C'est ça, ouais. Mais c'est les derniers jours de Carthage. Oui. Et c'est là qu'elle va être détruite, je crois qu'on peut le dire maintenant. Oui. Et puis, c'est l'histoire de deux bras cassés qui rencontrent par hasard une prêtresse. Ouais, une fausse prêtresse, en fait. Prêté par une guilde un peu étrange d'assassins ou de voleurs. Oui, d'une sorte de mafia. Pour aller voler le fameux trésor de Carthage avant que les Romains mettent la main dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est une espèce de Ocean Eleven, mais version péplum. Voilà. On l'a vendu comme ça à l'éditeur. Et ça a marché à mort. Après, nous, on n'avait pas mais c'est des images qui te venaient. D'abord, tu disais, je vais dessiner
le Moloch, les trucs comme ça. Un peu, en fait, moi j'avais. Alors, surtout ce qui m'avait marqué dans Saint-Lambeau de Flaubert, c'est les descriptions des armées extrêmement bigarrées, puisque tu avais de tout. Tu avais des Gaulois, c'était énormément de mercenaires. Sauf que du coup, nous on faisait la période de Carthage où Carthage était complètement ravagé, où il n'y avait plus de mercenaires depuis très longtemps. Donc c'est vrai que ces deux personnages principaux, c'est des mercenaires en rupture de ban qui vivent de larcin autour de Carthage, mais qui n'y mettent plus les pieds. Et qui tombe par hasard sur cette nana qui vient, elle, pour essayer de voler le trésor du temple de Tanit. Mais moi, tout cet univers, je me disais, ça peut être super chouette à dessiner, ça va être extrêmement intéressant, graphiquement parlant, quoi. Et donc, du coup, par contre, là, le style, il t'est venu presque naturellement, comme ça, ou c'est un truc qui est venu un peu avec le scénario Alors, c'est souvent aussi, le style vient de la doc que j'ai aussi, souvent. On va voir ça après. Parce qu'en fait, moi, j'ai été chercher un peu ce qui avait été fait, donc il y a très peu de photos de cette époque, il faut le préciser. Mais par contre, j'ai trouvé évidemment plein d'illustrateurs, et dont un illustrateur dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui avait fait beaucoup de choses au crayon, comme ça, au crayon gras, rehaussé à l'aquarelle, et je trouvais ça vachement joli, et je me disais mais c'est vrai que c'est super de raconter. Moi j'avais quand même une ambiance déjà très poussiéreuse et très écrasée par le soleil, et je me disais putain, le crayon gras ça peut être vachement bien, parce que du coup dans cette ambiance un peu cracra, au bout d'un moment d'ailleurs avec Apollo on rigolait, on appelait ça un peplum spaghetti, quoi, pour la référence justement au western et tout le côté crade, et sale. À la différence d'Alix, tu vois, où les personnages ont l'impression qu'ils sortent des studios, quoi. C'est à la règle, c'est impeccable. Donc ça nous amusait beaucoup de développer cet univers-là. Donc c'est vrai que le crayon gras est tout de suite venu. Après, j'ai cherché les différentes méthodes. J'étais persuadé que ça allait me permettre d'aller 10 fois plus vite de faire ça au crayon. Parce que je me disais, déjà, alors d'une, c'est une manière de garder plein d'incidents du dessin. Et ça, c'est vrai. Mais c'est aussi, en fait, c'est une vraie saloperie, parce que moi, je suis gaucher, donc j'en fous partout. Bon, on va voir ça après sur les planches. On va regarder les planches un petit peu après. Mais... Donc, Apollo te vend l'histoire, vous la vendez à Dargaud, et puis il va t'envoyer petit à petit des bouts de scénario comme ça. Donc ça c'est ce que tu reçois, quoi. Ça, c'est la page 22 du deuxième tome. Alors, Apollo, c'est un gros branleur. Qui écrit très bien, heureusement pour lui, mais lui, lui, ce qui est génial, c'est qu'il me dit baston. Et moi j'ai 3 pages de baston à faire, avec plein de décors. Trésor du temple Bon là c'est l'arrivée dans le temple de Tanit avec les deux personnages, où ils vont arriver en fait dans le, comment on appelle ça, dans un sauna, non, comment on appelle ça, le harem, non oui, c'est une sorte de harem, c'est l'usine Lu, quoi, merde, le hammam, voilà, putain. Donc ils arrivent au Lu plutôt. Voilà, ils croisent Jean Blaise, salut. C'est vrai que c'est impressionnant comme scénario, parce que, par exemple sur la cascade, parce que j'imagine qu'il fait... Attends. Il met la salle de bain, c'est tout. Qu'est-ce qu'il met? La salle de bain, une dizaine de vestales nues. Alors, parce qu'on s'est dit qu'il faut mettre un peu de cul dans une BD si on veut vendre, tu vois, normal. Donc voilà, on s'est dit. Et puis la case 3, c'est il ouvre une porte et entrée. Oui, c'est ça. Ça va, tu vois, comme quoi c'est quand même un gros branleur. Donc tu as quand même intérêt d'être un peu scénariste, toi. Oui, c'est ça. Alors Apollo n'est pas dessinateur, ce qu'il faut savoir quand même. Et il dit de toute façon, moi, il a quand même des idées de mise en scène. J'exagère un peu. Il aime bien, parfois, on peut en parler et ça l'intéresse. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui l'emmerdent très vite. Alors c'est vrai que les scènes de baston, et je peux comprendre. Il me dit je vais pas me mettre, alors là il y a un mec qui te fout un coup d'épée, tout ça. Ceci dit, tu as des scénaristes qui travaillent vraiment comme ça, qui ont un découpage très précis, très cinématographique. Je pense avec Bruno, avec le dessinateur Bruno, donc qui est en fait le personnage du Gaulois libidineux, c'est Bruno, le dessinateur Bruno, si vous le connaissez. C'est très proche de ce qu'il est dans la réalité. Et en fait, Bruno travaille avec Fabien Nury, un scénariste qui est connu aussi énormément, et qui lui, par exemple, découpe énormément et retravaille beaucoup avec Bruno le découpage, même sur des scènes, je pense, d'action, justement, d'action pure. David B, lui, il est plus évasif comme ça un peu. C'est entre les deux. Il y a un extrait justement de découpage de David pour montrer à quel point on peut être différent. Ça, c'est un découpage de David B. Alors David B, lui, étant dessinateur, il va me faire quand même des bonhommes patates.
ce qu'on appelle des bonhommes patates. Et lui, il va juste me mettre les bulles autour, des indications pour ce qui se passe. Mais finalement, en soi, c'est pas beaucoup. Et t'as que plus. ça, du coup. J'ai que ça. T'as que ça. Voilà. Donc les dialogues, ils sont déjà dans les bulles. Oui. Après, Apollo peut mettre des descriptions, évidemment. Il y a tout ça, il y a ce travail-là. Mais après, c'est vachement agréable aussi, parce que du coup, toi, tu as le travail de mise en scène. Et toi, tu préférerais... Est-ce que tu as travaillé avec un scénariste comme ça qui était extrêmement précis? Alors après, avec Gwen de Bonneval, pour les racontards, il dessine pas, mais il est dessinateur. Je veux dire, il me fait pas de scénario dessiné, mais par contre, il est très précis dans ses envies. Il me laisse aussi une part de liberté sur le découpage, mais il est très aussi derrière. Il intervient, tu vois, sur ce que je vais dessiner. Il a une vision des choses et on en discute. Mais t'as pas de préférence pour une méthode ou pour une autre, ou celle-là qui est un peu plus libre? Non, moi tant que ça me laisse quand même moi si j'aime bien la mise en scène et j'aime bien travailler là-dessus, donc c'est vrai que j'aimerais pas qu'un scénariste me mâche le travail et que du coup je n'ai plus rien à faire et que j'ai juste à remplir des cases, quoi. Ça m'emmerderait. Que le mec me dise tu mets ton personnage à gauche et puis là tu mets le truc, un premier plan, machin, je pourrais pas, ça serait triste à mourir. Par exemple, quand tu avais bossé sur Professeur Bell, où là tu reprenais un truc vraiment existant avec un scénariste qui lui avait dessiné les premiers épisodes, c'était comment? Il t'a laissé un truc très libre ou au contraire C'était assez libre, mais il y avait quand même des contraintes. Alors évidemment graphiques, mais en même temps, Johan me disait il faut pas que tu fasses du Johan, mais bon, voilà, j'ai quand même mis mes pieds dans ces chaussons, donc il fallait quand même que je les fasse à mon pied, mais ça a été un peu long. Et il y a eu quelques retours, quelques façons d'envisager aussi l'histoire, tu vois, de scènes où moi je pensais que je pouvais être dans des trucs un peu conceptuels. Ils me disaient mais non, en fait, on est dans de la BD d'aventure, donc j'ai repris quand même pas mal de choses, évidemment sur les personnages, sur les visages et tout ça. Mais en termes de mise en scène, quand même, il me laissait une certaine liberté. J'avais pas un truc trop contraint, mais bon, c'est pas trop le genre non plus de Johan, tu vois, c'est pas non plus quelqu'un qui va te... C'est pas un scénariste non plus professionnel comme d'autres peuvent l'être, comme moi je pense à Fabien Bellman, pour moi c'est un scénariste professionnel, c'est son boulot. Nuri aussi. David B, c'est pas le cas. Johan, c'est pas le cas. Apollo, c'est un scénariste professionnel, mais c'est un branleur, il habite à La Réunion. Donc, donc on a vu sur les deux précédentes images, il te balance un listing comme ça en disant il y aura 9 cases, en gros c'est ça, 10 cases. Mais tout ça est très libre après. Ouais, ça veut dire qu'il aurait pu en faire 15-16. C'est après à toi derrière de découper ton bouquin, quoi. En fait, Apollo, ce qu'il aime bien, lui, c'est raconter et surtout les dialogues. Donc après, il met ça et il sait très bien que je peux refaire quelque chose. À partir du moment où je respecte ces dialogues, que je respecte à peu près l'idée qui se fait du nombre de cases. Après, à moi, si je veux en mettre 12 parce que je trouve que ça a quand même un grand intérêt pour moi d'en avoir 12 ou à l'inverse d'en mettre moins. Et il est pas trop prise de tête. D'accord. Mais par contre, lui, il revérifie derrière et il revient vers moi s'il y a des choses qui vont pas, ce qui a pu arriver par moment. Et je suis pas bégueule si j'estime qu'il a raison. Je vais refaire ce que j'ai fait. Et je prends le danger parce que du coup, je lui envoie pas forcément le pré-découpage. Je lui envoyais parfois les pages finies. Et donc, c'est arrivé que je refasse certaines cases, jamais une page en entier, mais certaines cases. Mais à ce moment, j'accepte la règle du jeu. Je pourrais lui envoyer le prédécoupage pour être sûr qu'il soit d'accord. Et bon, voilà. Peut-être montrer tes étapes à toi après. À partir du moment, Après, toi, ta première étape, c'est. Le mettre debout sera plus simple. Ça, c'est ton premier crayonné, en fait, à droite. C'est le premier découpage que tu fais, toi. À partir du travail du scénario d'Apollo, moi, je refais un petit découpage en format A4, très rapide, au crayon, où je vais poser les dialogues, réfléchir à peu près à la mise en scène, essayer les quelques intentions de visage, de personnage. Voilà, des choses qui vont peut-être se transformer. Par exemple, là, on voit que j'ai rajouté une case. Je ne sais plus si je l'ai gardée après, mais on va voir ça. Alors, du coup, après, on a aussi quelques images que tu récupères de documentation. Alors ça, c'est de la doc, parce que justement, quand on doit dessiner un MAM, moi, je suis allé chercher beaucoup via les conseils d'un bon copain qui m'avait dit, mais va voir tout ce qui est peintre-pompier, Roche-Grosse, Jean-Léon Gérôme, tous ces gens-là. Il m'a dit c'est un univers qui est assez fascinant et tu pourras peut-être piocher pas mal de choses à droite à gauche, quoi. Ce que j'ai fait allègrement. Je vais aussi aller chercher dans les péplums aussi, dans les années 60, tous les vieux péplums qui sont... de toute façon, il n'y a pas de traces très fortes puisque Carthage a été détruite. Donc il y a quelques traces il y a quelques documentations, par exemple sur la ville, on connaît le port de Carthage, comment il était fait. Il y a des reconstitutions,
des dioramas, des choses comme ça. Mais c'est plus fantasmé, quoi. après, il faut le fantasmer, il faut justement, au contraire, faut prendre tout C'est ce qui a été fantasmé fait. depuis des siècles, Bah oui, puis c'est très drôle justement parce que du coup tu as des décors complètement improbables avec des énormes colonnes, des peintures qui sont sans doute très loin de ce qui c'était de la réalité. Le personnage de Balmoloch, cette divinité, elle a peut-être jamais existé, on ne sait pas. Donc autant jouer avec tout cet univers et là du coup j'avais. Et ça c'est tout à l'heure tu parlais d'un dessinateur qui avait un trait un peu charbonneux. C'était ce. Non, alors là, j'ai pas mis de choses de ce dessinateur qui, lui, était pas du tout peintre-pompier, qui était plus, alors peut-être un illustrateur début 20e, mais qui était beaucoup plus proche de la bande dessinée, même graphiquement. Non, là, on est dans la peinture vraiment travaillée, académique et tout ça, mais les positions des nanas sont superbes, quoi. Donc, elle, par exemple, on va la retrouver, cette position, on va la retrouver sur une des cases. Ce personnage aussi qui se fait couper les ongles de pied là, on va le retrouver aussi. Je crois que celle-ci aussi. Il y a des fois, moi je pour revenir en arrière. Tant que c'est pas d'une sorte de copier-coller un peu bête et méchant, je trouve ça intéressant. Puis moi, ça m'amuse en fait de rendre c'est des clins d'œil aussi à une peinture que je trouve assez chouette. Donc là, ça c'est tiré d'un tableau, je crois, de Jean-Léon Gérôme. Ouais. Ce petit personnage là qui est contre la colonne, voilà, c'est celui qu'on voyait avant. Alors ça, par contre, c'est la page brute en crayon, le scan brut, sans nettoyage du tout de. On va voir la d'un page. peu plus près là. Et ça, c'est sur un format A3. Voilà. C'est sur un format A3, donc ça, on voit tout le côté un peu cracra. C'est pas du tout nettoyé. Après, il y avait un gros nettoyage sur ordi qui me prenait autant de temps que le dessin. Que dessiner. Donc du coup, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et puis il y a des choses que je vais rajouter, par exemple sur ces rideaux là. Moi, je me suis amusé à partir de motifs qu'on pouvait trouver sur des vieilles reliures de livres, de gratter avec des crayons gras. Et ces ouvrages que je pouvais retrouver, enfin ces matières, ces motifs, je les rajoutais parfois à l'ordi sur des choses qui me paraissaient intéressantes. Donc ça, c'est la version, le haut de page nettoyé. Et le rideau où j'ai rajouté des motifs comme ça à l'ordinateur. Parce que, alors ça, je l'ai fait beaucoup sur le premier, un peu moins sur le deuxième. Mais je trouvais que ça pouvait apporter des choses assez intéressantes que j'aurais mis plus de temps en plus et moins bien à faire vraiment au crayon moi-même, quoi. Et donc ça, c'est la version que j'envoie ensuite à la coloriste, parce que moi j'ai travaillé avec une coloriste, Isabelle Merlet, et qui elle ensuite, à partir de ça, va faire une mise en couleur. Je lui donne des indications sur les ambiances et puis après elle me fait cette mise en couleur. Et alors, vous discutez beaucoup de, par exemple, l'ambiance rose et tout ça, c'est elle qui te le propose. Par exemple, elle m'avait envoyé une première version où l'ambiance n'était pas du tout comme ça et où c'était plus une ambiance verte ou je sais pas quoi, et je trouvais que ça collait pas. Donc du coup, mais en général avec Isabelle, t'as pas besoin de revenir 10 fois sur les trucs. En deux coups, c'est plié, ça marche très bien. Alors Isabelle avait vraiment un travail, non pas de, il ne s'agit pas juste de remplir, de mettre des couleurs et de faire du coloriage. On est vraiment dans un travail aussi de lumière, de détails. Et en plus, il y avait tout un travail de colorisation de certains traits ou de certaines nuances de gris et pour d'autres non. Donc c'est quand même un truc très pointu. Mais très simple en plus. Il n'y a pas d'effet monstrueux. C'est vraiment très fin. L'idée, c'était aussi que, vu que moi j'ai un dessin chargé, détaillé et tout ça, il fallait que dans les couleurs, ça soit assez simple et qu'il n'y ait pas parce que si elle rajoutait, des lumières, qu'elle faisait une grosse surenchère de couleurs, le truc était imbitable, quoi, à la fin, quoi. Ouais. Ah, excusez-moi. Bah ouais, elles sont impressionnantes ces couleurs. C'est vraiment. Isabelle, c'est une super coloriste et moi j'étais très content de pouvoir travailler avec cette personne-là parce que voilà, tu travailles presque, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais c'est un peu l'équivalent d'un chef opérateur au cinéma. C'est quelqu'un qui va vraiment t'amener une ambiance, quelque chose d'autre. Et ça, pour moi, ça mettait en quelque chose de plus dans mes pages, quoi. C'était et du coup, ça s'est fait comment de travailler avec elle déjà le choix d'avoir une coloriste et ensuite de travailler avec celle-ci en particulier, c'est venu comment? On s'était alors Isabelle, c'est rigolo parce que c'est une nana qui m'a envoyé, je la connaissais pas du tout, elle m'a envoyé un jour des pages de la communauté mise en couleur qu'elle avait chopé sur mon blog
et qu'elle m'a envoyé comme ça en me disant voilà, je m'appelle Isabelle Merlet, j'aimerais bien bosser avec toi un jour ou l'autre, et j'ai fait ces essais, voilà, tu me dis ce que tu en penses. Et donc moi j'avais été déjà agréablement surpris, les essais étaient top. Et puis je lui ai dit bah écoute, super, par contre j'ai que des projets à venir, là c'est que des projets en noir et blanc ou un avec une bichromie, ce qui était les postiches. Et du coup, je lui ai dit, mais le jour où je fais une BD en couleur, je t'inquiète pas, je penserai à toi. Et quand on a lancé les voleurs de cartage, pour moi c'était évident que ça serait en couleur. C'était un truc plus classique. Je revenais aussi à une BD un peu plus classique, parce que j'avais fait pas mal de choses avec une pagination assez importante, en noir et blanc ou en niveau de gris. Et j'avais envie de revenir à une BD de genre un peu plus assumée, et plus classique dans la forme, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, bon, il faut que je demande à Isabelle Merlet, mais j'étais pas sûr qu'elle ait envie de travailler sur ce type d'univers. Et j'avais posté des pages, des premières pages sur mon blog. Et le jour, mais c'est vraiment pas des conneries, le jour où j'avais m'apprêté à lui envoyer un mail, j'ai reçu un mail d'Isabelle avec une des cases mise en couleur en me disant tiens, je me suis amusé à faire ça. Je dis bon, écoute, voilà, c'est simple, j'ai ma réponse. On va travailler ensemble, quoi. Et en plus, sa mise en couleur était superbe, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble. Et ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un de doué et de rapide. Ce qui est, Et du coup, le bouquin maintenant a quoi 6, 7, 8 mois. C'est vraiment deux. C'est un méga succès. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai essayé de tourner autour du pot. C'est même pas la peine d'en acheter. De toute façon, on a tout vendu. Ouais, magnifique cette page. Non, c'est. Écoute, après, ça n'a pas été non plus une cata. On a eu de la presse surtout sur le premier. On avait été nominé à Angoulême, donc ce qui fait toujours plaisir, même si on n'a pas eu de prix derrière. Mais voilà, il y a une reconnaissance, il y a une mise en lumière. Le deuxième, comme souvent, est passé un peu plus inaperçu. Même si Apollo, comme moi, je crois, on aime beaucoup le deuxième volume, beaucoup plus, parce que le premier, il fallait poser beaucoup de choses et que du coup, il bavasse un peu plus que le deuxième. J'aime beaucoup, je préfère aussi la couverture du deuxième à celle du premier. Par contre, j'en ai chié comme pas deux à faire ce deuxième tome parce que je faisais autre chose à côté. Et d'ailleurs, ça sera une transition, peut-être, ou pas, à vous de voir. Mais j'étais rédacteur en chef de Professeur Cyclope, un magazine numérique, même temps que c'est le dernier chapitre, effectivement. Ouais. Donc j'ai fait ça en même temps, en parallèle de deux albums, Les Racontars Arctiques avec le troisième volume avec Gwen de Manuel et le deuxième tome des Voleurs de Carthage. Et c'est quand même, Professeur Cyclope prenait 3/4 de mon temps. Donc j'ai travaillé les week-ends, en vacances. C'est pas pour me plaindre, hein, mais c'était quand même. J'ai fini un peu sur les rotules pour ce deuxième album, quoi. Puis c'était vraiment une bande dessinée qui me demandait beaucoup de temps. Et c'était dur physiquement. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que, et ça peut paraître un peu couillon, mais la bande dessinée, c'est un travail qui physiquement est en fait assez violent, mais sur le long terme. Alors quand on vieillit, on s'en rend compte. Tu t'imposes un rythme, un truc assez sain, sauf période comme ça où en fait, quand tu bosses, moi je bosse au quotidien, je fais du dessin. Alors un peu moins dernièrement parce que je travaillais à l'écriture, mais d'un projet. Mais quand tu bosses comme ça sur 2 albums par an, qui sont parfois sur une centaine de pages pour un, l'autre 54 pages, tu es tous les jours quasiment, sauf le week-end quand c'est possible, en train de dessiner. Et en fait, Mais toi, tu fonctionnes comment? Tu as un atelier où tu vas de 9h à 18h ou ça déborde tout le temps? Oui, c'est ça. Ouais. Je bosse. En fait, j'ai des horaires de bureau. Tu essaies de cadrer quand même, que ça soit pas... C'est pas très sexy la BD, en fait, en soi. Mais c'est super, hein. Moi c'est un super métier, mais par contre tu t'uses vraiment physiquement et tu as des maladies qui sont liées au dessin, des tendinites et des conneries comme ça. Voilà. Et du coup c'est vrai que c'est un album qui a été assez dur, mais tout en prenant du plaisir à le faire, donc c'est une espèce de truc un peu ambigu, quoi. La suite. Donc voilà, les mignardises, c'est la 3e partie. Voilà, ça me donne faim, toutes ces conneries. La conclusion de notre antipasti, c'est tout ce qui est autour de la bande dessinée. Tu as énormément d'activités, donc tu viens de parler de Cyclope. Ça, c'est un truc qui t'es rédacteur en chef, donc co-rédacteur en chef, je ne sais pas comment vous dites.
Qui était rédacteur Ben, en en chef fait, avec Gwen de Bolval. Oui, enfin, ouais, Gwen a une partie rédaction importante, mais il était le directeur éditorial. Lui, Ouais, attention. ça rigole pas. Non, alors que moi, du coup, j'étais le rédacteur en chef. J'aimais beaucoup le en chef. Je trouvais ça assez classe. C'est classe. Et toi, ton boulot, c'était choisir les projets. Et puis, oui, mais c'est vrai qu'on le faisait beaucoup avec Gwen, vraiment main dans la main. Et puis Gwen avait une expérience que moi, j'avais pas. Parce que lui, il avait donc il avait été rédacteur en chef de Capsule Cosmique, le magazine papier pour jeunesse qui avait été fait, qui a duré 2 ans. Donc lui, il avait une grosse expérience. Il a été directeur, il a été éditeur aussi au sein des éditions Sarbacane pour le secteur bande dessinée. Donc il connaît bien ça. Et quand on a monté ce projet avec 5 autres auteurs, c'était qu'est-ce que je voulais dire et ben c'est vrai que c'était un de ceux qui avait le plus d'expérience dans tout ça, quoi. Donc et du coup après c'était en fait quand on a monté ce projet de bande dessinée numérique et de mensuel de bande dessinée numérique, on n'avait pas prévu, à part Gwen qui avait prévu d'y travailler, mais on se disait on va dessiner dedans. Mais en fait, on a très vite compris qu'on allait être obligé de faire bien plus que de dessiner dedans. Et d'ailleurs, on n'a jamais dessiné dedans, tout simplement. On s'est occupé de la partie rédactionnelle, éditoriale. À la base, c'était pas la volonté de faire vraiment une autre activité, c'était le prolongement de ton activité d'auteur, en fait. Alors c'est compliqué parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on a fait et je pense que chacun a ses raisons en plus. Moi, il y avait à la fois l'envie d'un projet en commun que je trouvais très, très chouette, et c'est vrai que Capsule Cosmique m'avait donné l'eau à la bouche quand je les avais vus monter ce projet. Donc je m'étais dit un jour, et je me rappelle, j'en avais souvent parlé avec Gwen en me disant c'est quelque chose qui me parle, le côté rédacteur en chef, bosser avec des jeunes auteurs et des moins jeunes, de choisir des projets, de dire oui, de dire non, c'est quelque chose qui m'excite. Mais il y avait aussi la réalité économique, c'est que à la fois je peux pas me plaindre parce que j'ai toujours pu placer mes projets, mais je me butais contre un mur de difficulté d'en vivre de la BD, et ça reste toujours compliqué. Et je me disais, il faut que je fasse un pas de côté, parce qu'autrement je vais finir par péter un câble, et c'est pas bon. Donc du coup, il y avait cette opportunité aussi de faire un pas de côté vers quelque chose d'autre, et avec des copains, donc tu te sens quand même plus fort quand tu es avec d'autres gens. Et tout ça aussi venait d'une difficulté économique dans le monde de la BD, mais aussi liée au numérique, où il y avait une crispation des éditeurs, où on avait envie de prouver, nous, en tant qu'auteurs, qu'on pouvait faire quelque chose dans le numérique, alors qu'on nous disait le contraire, enfin dans le milieu de l'édition. Et du coup, on a monté cette aventure en se disant on va y arriver, on va faire quelque chose, quoi. Et bon, là, ça fait 3 ans que ça existe. Il y a eu 2 années sous forme d'un mensuel, avec Arte comme co-éditeur, enfin, pas co-éditeur, mais comme coproducteur. Merci Tanguy, je te redonnerai ça aussi. Et bon, 2, ça va. Et du coup, on a eu la chance d'avoir ce coproducteur, du coup. Et là, cette dernière année, c'est pas encore sûr d'ailleurs, mais cette 3e année où on n'est plus en mensuel, mais on fait 3 numéros spéciaux. Mais alors voilà, il y a un constat. Il y a un constat d'échec, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça serait impossible. On n'a pas trouvé l'économie, nous, pour suivre ce mensuel. Il faut quand même juste, sans être un peu trop long, mais on a fait un mensuel donc avec Arte, et on payait les auteurs, on essayait de les payer correctement. On s'est payé aussi, évidemment, parce qu'on ne se voyait pas prendre 3/4 de notre temps de travail, et notre travail d'auteur, on l'a mis quand même un peu de côté sans être payé. Et on a voulu essayer de trouver un cercle vertueux là-dedans, c'est-à-dire de trouver déjà, on a fait des contrats numériques, des contrats papier. Anaïg qui est ici, qui travaille avec nous, qui pendant 2 ans était secrétaire de rédaction, et puis qui est maintenant finalement gérante de la boîte. Ça a été un gros travail de malade, et je pense que aucun des 6, donc il y a Bruno, Gwen de Bonneval, Cyril Pedrosa, Fabien Vellman et moi, non, ça fait 5. Et il y a Anaïg, mais on la met juste de côté parce qu'elle n'est pas auteur, mais c'est un peu dégueulasse parce que voilà. Et oui, c'est vrai qu'on n'est que 5 auteurs, en fait, j'ai dit 6 depuis le début. Et c'était tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas, je m'y perds, mais que... Je sais pas où tu voulais en dire. Non, on n'avait aucune idée, je pense, de l'ampleur. Ouais, parce que tu vois, Cyril Pedrosa qui s'est retrouvé à faire des tableaux Excel pendant 2 ans. C'est assez surprenant. Et on s'est demandé s'il ne devait pas faire d'ailleurs une compilation de ces tableaux Excel, parce que je pense que ça pourrait se vendre à mort. Ouais, chez Air Libre.
Et maintenant, du coup, que Cyclope est en train de muter au moins, toi, c'est une envie enfin, l'activité d'éditeur, c'était une sorte d'édition, tu as envie de la conserver à côté de ton activité d'auteur ou c'était l'expérience et puis tu passes à autre chose En fait, à la fois, moi j'ai trouvé ça super, alors, vachement intéressant, et surtout, moi, le truc qui m'a plu, c'est de travailler avec des jeunes auteurs, des auteurs que je connaissais pas. Il y en a un qui me vient automatiquement en tête, c'est Antoine Marchalot, qui est un mec dont je suis fan de son travail. Et en plus, humainement, c'est un mec adorable. Donc, tu te retrouves à travailler avec des gens. Moi, je me rappelle, j'avais fait une espèce de questionnaire de Proust assez couillon où on me demandait avec qui je rêverais de dessiner. Mais on allait plutôt dans le sens avec quel ancien auteur tu rêverais de dessiner. Et moi, j'avais dit, mais moi, c'est plutôt avec la nouvelle génération que j'aimerais bien travailler, quoi. Et en fait, par ce biais, j'ai travaillé avec une certaine nouvelle génération de la BD. Et aussi avec des gens plus âgés ou de mon âge. Mais ça, c'était vraiment top. Et puis le fait aussi de faire des livres papier avec le coéditeur Casterman, ça aussi c'est une très chouette expérience. Même de travailler, de faire du travail de nettoyage sur des pages et tout ça, qui est un truc un peu basique, mais c'est super excitant à faire, quoi. Donc pour moi ça c'est un bagage de plus dans mon parcours. Voilà. C'est. Mais que je peux, en fait, moi, si tu veux, je le ferais. Je le conserverais si c'était dans cette dynamique de faire quelque chose avec des gens avec qui je m'entends bien. Mais je me vois pas travailler pour un éditeur classique parce que les éditeurs classiques, même s'il y a des gens très chouettes chez les éditeurs classiques et qu'en général ça se passe plutôt bien, mais il y a plein de choses qui ne me vont pas dans leur façon de faire, que ce soit dans leur contrat, dans leur manière de t'expliquer parfois le monde de la BD. Je m'y retrouve pas. Donc non, j'irai jamais bosser chez un éditeur classique. Parce que nous, on a mis des choses en place qui me paraissaient bien, honnêtes, et que je ne ferais pas un truc dans une boîte où je serais obligé de vendre la soupe, et parfois qui me semblera malhonnête par moment. Donc je ne peux pas. On va essayer de conclure notre antipasti, mais quand même avant, je voudrais qu'on revienne. Ça, c'est des travaux que tu avais fait. Un peu, c'était des. Oui, alors ça, c'est un truc. Page blanche, ça s'appelait, c'était ça. C'était un nom piqué dans l'annuaire et puis tu dessinais tous les jours c'est à la période un habitant du 44. C'est à la période très ancienne des blogs où je m'étais dit, vu que j'ai un blog, il faut quand même que je fasse quelque chose régulièrement. Et du coup, j'avais appelé ça les pages blanches. Et c'est vrai que je chopais un nom. Donc ça, c'était du dessin un peu automatique un nom au hasard dans les pages blanches de l'annuaire et je faisais un portrait. Voilà. Donc dans les Mignardises, on en a mis une autre. C'était le dessin. En spectacle, on sait que tu as été ou tu es toujours catcheur, je sais pas. Si c'est vrai que j'ai été catcheur. Là, c'est du dessin. J'ai humilié Louis Vengeur plus d'une fois. Là, c'est du dessin de la Réunion, je crois. Ça, c'était à la Réunion il n'y a pas longtemps. Donc il y a pas mal d'activités comme ça qui gravitent autour. Il y a un truc auquel j'avais jamais pensé en faisant de la BD, c'est que ça allait me permettre de voyager. Et ça, j'ai eu de la chance. Ça, c'est le plaisir. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'était des concerts de dessin sur un concert de rock. Et c'est des exercices assez chouettes parce que ça te sort un peu du côté très, un peu comment dire, sédentaire de la BD, tu vois, où t'es quand même. Ça rejoint un peu ta passion aussi pour la musique. Et puis moi j'aime bien la musique et tout ça, donc il y a un côté. C'est vrai que je suis pas trop. J'aime bien. Alors c'est toujours un peu flippant, mais j'ai pas de mal à dessiner en public, ça me dérange pas en soi, quoi. C'est pas. Ça pour toi, c'est. Ça, quand tu fais ça, ou même Cyclope d'ailleurs, est-ce que c'est complètement distinct ou est-ce que ça se nourrit beaucoup, ça échange beaucoup avec ton activité d'auteur derrière est-ce que c'est une récré pure de faire du dessin comme ça y a du lien, mais c'est 10 fois moins compliqué de dessiner en public pendant un groupe de rock que de gérer un mensuel avec des copains, parce qu'il y a quand même une pression, une angoisse, un stress, et qui est très présent quand tu fais un mensuel. C'est un défouloir, quoi. Là, c'est pas du tout. Il n'y a pas de stress, un peu au début parce que tu dis faut pas que je me plante, mais une fois que tu as bu 5 bières et puis en plus c'est un concert de rock, donc personne n'en a rien à foutre de ce qui se passe, tu peux faire n'importe quoi. Donc non, au contraire, tu t'amuses. Et puis un côté vachement agréable parce que du coup, là pour le coup, quand tu dessines, tu sors ta BD, elle t'appartient pratiquement plus. Personne ne sait qui t'es. En BD, il n'y a pas de médiatisation des gens, on ne te reconnaît pas dans la rue, ou alors très rarement. Et là, tu as des gens qui viennent te voir pour dire hey, super, merci et tout ça. Donc voilà, c'est un peu plus sexy quand même comme truc, quoi. D'accord. Pardon, mais on va essayer de finir, mais je voudrais quand même qu'on reparle de. Parce qu'on a vu avec les racontards, avec la communauté, tout ça, ton parcours. Et là, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un projet où c'était pratiquement ton premier projet scénarisé. Donc c'est sur ça que tu es en ce moment. Donc tu as repris
la bande dessinée comme auteur à plein temps, j'imagine, ou quasiment, pour ce projet-là, quoi. Oui, parce que en fait, ça fait très longtemps que je voulais faire un truc tout seul, vraiment tout seul. Ça m'angoissait de pas y arriver. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas grave, laisse tomber, tu seras dessinateur. Et alors, c'est pas très grave, tu vas t'en sortir. Et puis, j'avais reparlé un jour avec Lewis Trondheim, qui est quelqu'un d'assez. Qui te rentre dedans très facilement, qui m'a dit, si tu le fais pas, ça te reviendra dans la gueule un jour et tu feras une grosse dépression. Alors, vu que dans la BD, on a tendance à faire des dépressions assez facilement, je me suis dit, merde, il a peut-être raison. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, de toute façon, il faut essayer. Il faut au moins essayer de le faire, quoi. Et puis le fait de faire Professeur Cyclope et d'avoir une aisance un peu plus financière, puisqu'on avait du coup un revenu régulier, un fixe, truc que j'avais jamais eu avant, je me suis dit c'est peut-être le moment de pouvoir peut-être essayer de faire quelque chose. Bon, ça n'a pas été simple parce que finalement j'avais pas beaucoup de temps, mais ça m'a permis de me dire allez, je bosse sur un projet perso et j'essaye d'aller jusqu'au bout, quoi. Et j'y suis presque, puisque là, normalement, j'ai trouvé un éditeur et que voilà, donc je vais vraiment me lancer dans le projet incessamment sous peu. Et ça se rapproche de quoi dans ce que tu as fait? C'est de la fiction pure? C'est un peu reportage comme La Communauté? C'est encore autre chose? C'est un mélange des deux, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle une autofiction, parce que j'ai eu la chance de partir au Groenland en 2011 avec l'écrivain Jorn Riel, dont on a adapté les racontards, et de cette histoire qui me semblait finalement pas assez pertinente à raconter comme un reportage, parce que en fait moi je me suis bien marré, c'était super, mais voilà, j'étais avec des Danois, donc je pouvais à peine comprendre ce qu'ils me disaient. Non, mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que si j'avais été avec des scientifiques français par exemple et des artistes français, je pense que j'aurais pu peut-être en faire un vrai bouquin tu vois, de reportage. Et là il y a eu une barrière de la langue quand même très, très forte, qui a fait que, en plus j'ai un anglais qui date du lycée, donc j'ai pas pu communiquer plus que tu vois, que de dire bonjour, c'est sympa, il fait beau aujourd'hui. Donc du coup t'as pas grand chose à raconter d'ailleurs, à part de dire que putain c'est super. C'est un peu court pour un bouquin, ouais. J'exagère un peu, mais il y a un peu de ça. Quand j'ai essayé de confronter le truc, ce mois que j'ai passé au Groenland, je me suis dit non, je peux pas en faire une BD. Enfin, c'est chiant à raconter en fait. Et du coup, et c'est des potes, c'est Bruno et Gwen qui m'ont dit, mais pourquoi tu racontes pas ça? Mais avec cette base, et pourquoi t'en fais pas une histoire rocambolesque, amusante? Parce qu'ils m'entendaient raconter quand même des anecdotes un peu couillonnes où je me mettais en scène moi, parce que je suis pas toujours très dégourdi. Et du coup, c'est vrai que j'ai des trucs un peu cons, et du coup ils me disaient mais tu devrais raconter ça, quoi. Et du coup c'est ça, je raconte un racontard du coup, pour reprendre le principe de Jorn Riel, c'est-à-dire une histoire vraie ou peut-être l'inverse, voilà, on sait pas trop, quoi. Parce que c'est toi le personnage du coup moi c'est un avatar, raconteur, ouais. C'est un avatar qui part au Groenland avec une équipe de scientifiques et d'artistes, et ça se passe pas toujours bien, et il y a toute une aventure, et c'est dans un univers un peu tintinesque, avec le côté étoile mystérieuse ou ce genre de choses, mais voilà. Mais c'est pas dessiné encore, hein. De lire ça, du coup. C'est un projet, t'en es au début, c'est pas avant. J'ai écrit. On n'en verra rien avant l'année prochaine, quoi. Ah non, si ça sort, ça sera peut-être en 2016, mais ça va être chaud, hein, quand même. Moi j'ai une dernière question pour terminer. Ça a l'air très écrit depuis le début. Tu voulais être auteur de BD dès que tu avais 7 ans. Tu as fait des écoles. Là, ça reste beaucoup expérimental. Je trouve que tu as fait. On sait comment ça commence, en fait, une carrière d'auteur de BD. Quasiment, tu fais une école, des fanzines, une première publication, deuxième. Maintenant, tu as essayé plein d'autres choses, du dessin live, l'édition. Et en fait, on se demandait comment ça. Est-ce que tu sais comment ça va vieillir après, toi, ta vie d'auteur de bande dessinée? Est-ce que tu sais vers quoi ça va, ou est-ce que tu as tout fait? C'est un peu la question piège de la fin. Alors, à mon avis, de toute façon, ça finit jamais très bien, ce genre d'histoire, je pense. Mais non, c'est vrai qu'il y a le dessin, c'est compliqué parce que ça se dégouline souvent, hein, quand même, le dessin. Autant il y a des cinéastes qui peuvent faire encore des très bons films à 80 ballets, ou les musiciens, ouais, si, il y a encore des musiciens qui font des bons trucs, mais le dessin, c'est quand même, j'ai l'impression, en tout cas, vu que c'est un truc quand même assez dur physiquement à tenir, t'as quand même plein de dessinateurs qui, même si plein de bonne volonté, qui peuvent aussi se dégouliner, alors sans parler des dépressions, justement. C'est pas pour te contredire, mais je me rappelle d'avoir vu Topi, oui. À Quai des Bulles, marcher tout doucement. Je sais pas, il devait avoir 90 ans comme ça. Il avait du mal à marcher, il était pénible, mais dès qu'il s'assoyait et qu'il commençait à dessiner, c'était
Oui, c'était oui. un Bah, ça magicien, reste. quoi. Non, mais le dessin reste toujours magique. Mais c'est vrai que après dessiner, oui, mais faire une BD, c'est quand même extrêmement laborieux la BD. Voilà, c'est pas un truc qui est sexy à faire en soi. Ça peut être très chouette une fois que tu le lis, quand tu es dans l'univers et tout ça. Mais c'est un truc qui est laborieux et qui est pénible physiquement. Mais évidemment qu'il y a des métiers 10 fois plus pénibles que la BD. Mais c'est quand même quelque chose de. Et quand tu vieillis, je pense que c'est de plus en plus dur de tenir, d'avoir cette petite sécheresse dans le dessin que tu as de moins en moins parce que de toute façon tu te dégoulines physiquement. Quoi. Bon, j'espère ne pas me dégouliner trop vite. Mais... Il te reste un peu de temps. Alors du coup, il faut faire un peu de sport, mais faut pas trop boire parce que tu t'as vite la tremblote. Non, mais il y a heureusement des dessinateurs qui encore âgés. Mais oui, Crumb. Ouais, mais Crumb, tu vois, il est. Si, ceci, il a fait la Genèse, mais c'est pas quelqu'un qui a fait de la BD classique tous les jours. Tu vois, c'est quelqu'un qui a surtout fait énormément de dessins, de Crowbar, de plein de choses comme ça. Mais je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions à la règle, mais quand même, t'as aussi une petite dégoulinade qui se crée parfois. Donc je serai peut-être un petit camembert dégoulinant dans quelques années. Je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Ok, ben je pense Enfin, que j'ai pas on va s'arrêter. prévu d'autres plans de carrière du coup. Oui, toi c'est Non. à suivre. Non. On va s'arrêter là, sauf si tu as... Non, c'est bon, moi pour toi. je n'ai rien à dire. Oui, éventuellement s'il y a des questions, mais ça n'a pas l'air. Hein. Voilà, si quelqu'un veut poser une question, il n'y a aucun problème, évidemment. Après, de toute façon, nous, on reste là. Je vous encourage aussi à aller voir au fond. Il y a le libraire de l'Index qui a amené les productions d'Hervé Tancrel aussi. Donc, si vous voulez voir ses livres, échanger un peu avec lui, peut-être pas jusqu'à 2h du matin, mais tu as un petit peu de temps devant toi, là, quand même. Ouais. Tu dégoulines pas encore. Donc voilà, faut pas hésiter. Moi, je vous dis merci en tout cas. Et merci à vous.